que je reproche à quelques détracteurs, mais qui sont à la périphérie du Front National, pas au cœur de l'appareil du Front National, ce sont des gens qui en fait ont pris quelques phrases qui leur déplaisaient, comme Israël n'est pas l'ennemi de la France, et qui ont déséquilibré complètement mon texte. Mon texte est équilibré. J'écris qu'Israël n'est pas l'ennemi de la France, mais j'écris aussi qu'Israël n'aura jamais la paix s'il n'y a pas d'État palestinien, s'il n'y a pas de retrait d'un certain nombre de territoires, etc. Voilà, je crois que c'est un texte honnête et équilibré. J'ai aucun problème à parler de groupes de Bilderberg, à parler des groupes d'influence. J'ai fait des conférences à l'école de guerre sur les logiques d'influence transnationale. Je n'ai aucun tabou sur cette question. Je dis simplement... le monde est compliqué, ne réduisons pas tout à une cause unique, et c'est l'erreur de Soral, il se trompe là-dessus. Monsieur Choprade, bonjour. On est à l'UDT du FNJ. Vous êtes intervenu sur le thème toujours de la géopolitique. Est-ce que votre ligne, qu'on appelle maintenant la doctrine Choprade, est-ce que c'est la ligne du Front National ou ça vous est personnel? Alors bien sûr, le texte est un texte personnel que j'ai publié comme tel, dans mon rôle de conseiller, d'être force de proposition, sur mon blog personnel qui est un blog de géopolitique. Je pense que l'essentiel de cette doctrine est dans la ligne du Front National. Ça a été d'ailleurs assez fortement soutenu par Jean-Marie Le Pen. Je crois que Marine Le Pen ne s'oppose pas à l'essentiel de ce texte. Simplement, et c'est normal, elle a émis sur un texte de 10 pages, on ne peut pas être d'accord sur tout. Il y a des points peut-être perçus de manière un peu trop brutale et dont qu'elle a voulu nuancer. C'est tout à fait compréhensible et j'aurais peut-être même fait la même chose à sa place. Je crois que l'essentiel, c'est que Marine Le Pen est consciente qu'il y a aujourd'hui un lien entre la politique étrangère et les problèmes identitaires de la France, qu'il y a un problème d'islamisation. Alors après qu'il y ait quelques nuances dans les éléments de langage, c'est bien normal, mais je pense que j'étais tout à fait dans mon rôle de conseiller, d'être force de proposition. On reproche parfois à des gens de ne pas travailler, de rien proposer ou d'être dans le caporalisme, c'est pas mon cas. Puis je crois que c'est ma valeur ajoutée aussi au Front National. Je suis venu pour défendre des idées, en loyauté complète avec Marine bien sûr, mais pour défendre des idées et pour essayer de faire passer un certain nombre d'idées en lesquelles je crois. Mais est-ce que certains parlent d'un revirement de votre part suite à ce texte en fait, justement de l'époque où vous avez eu tous ces problèmes par rapport à la polémique sur le 11 septembre? Non, parce que d'abord ils ne comprennent pas très bien que par rapport au 11 septembre, moi j'ai pratiquement dès le début parler plutôt des problèmes du côté de ce que j'appelle l'État profond américain et l'État saoudien, c'est-à-dire, bon voilà, mais les gens auxquels vous pensez sont une toute petite minorité proche d'Alain Soral, pour être clair, qui ont une obsession antisioniste qui est le moteur de toute leur lutte, qui n'a rien à voir avec le patriotisme français et voilà, et je pense qu'il y a un malentendu chez eux parce que s'ils se sont imaginés que j'étais dans ce combat-là, ils n'ont rien compris à mes livres, ils ne m'ont pas lu et d'ailleurs je crois que mes livres sont suffisamment nuancés et prennent en compte la multiplicité des causes pour ne pas tomber dans le piège simpliste qui est à mon avis une arnaque intellectuelle du soralisme. Mais vous-même, vous avez dénoncé cette omerta sur ces questions qu'on ne peut pas critiquer l'Amérique ou Israël en France. Donc c'est pour ça que ces gens-là ont cru sur cette oui, bien sûr. Donc, oui, je comprends, mais il y a évidemment, si vous voulez, un certain nombre de milieux très pro-américains, très pro-israéliens. Et ça, moi, ce que je dis simplement, il ne s'agit pas d'être pour ou contre Israël. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut définir une politique étrangère uniquement en fonction de l'intérêt de la France, pas en fonction d'une obsession ou d'un jugement moral par rapport à ce qui se passe en Palestine. Et aussi, je prends en compte le fait que le nationalisme arabe n'est plus aussi fort qu'il l'était auparavant, que la question palestinienne est largement devenue une question islamiste. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. Il suffit de regarder qui sont dans les manifestations. Ça, justement aussi pour casser le nationalisme arabe et favoriser tout l'islamisme. Mais je l'écris dans mon texte. Je l'écris dans mon texte. Si vous voulez, c'est une analyse, je crois, honnête, objective, mais je suis un pragmatique. C'est-à-dire que je tire les conséquences
sur les responsabilités, je suis le premier à dire que les États-Unis ont largement contribué à favoriser la situation contre laquelle ils prétendent lutter aujourd'hui, à savoir l'islamisme global. Néanmoins, ça existe et il y a un moment donné, il y a un principe de réalité, c'est qu'il faut arrêter l'État islamique parce que s'il s'étend, c'est une catastrophe pour le monde arabe. Ça, c'est une chose. Voilà, c'est pas de dire qu'on va être dans toutes les interventions américaines ou accompagner la politique américaine. Maintenant, il faut créer un monstre, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Pompiers, pyromanes, ils le sont. Voilà. Mais il faut se débarrasser du monstre. Nous sommes bien d'accord. C'est ce que j'ai écrit et ce que je reproche à quelques détracteurs, mais qui sont à la périphérie du Front National, pas au cœur de l'appareil du Front National. Ce sont des gens qui, en fait, ont pris quelques phrases qui leur déplaisaient, comme Israël n'est pas l'ennemi de la France, et qui ont déséquilibré complètement mon texte. Mon texte est équilibré. J'écris qu'Israël n'est pas l'ennemi de la France, mais j'écris aussi qu'Israël n'aura jamais la paix s'il n'y a pas d'État palestinien, s'il n'y a pas de retrait d'un certain nombre de territoires, etc. Voilà, je crois que c'est un texte honnête et équilibré. Quand vous dites qu'Israël n'est pas l'ennemi de la France, est-ce que vous n'envoyez pas aussi des signaux à un certain État profond qui existe en France? Des gens comme BHL ont une influence certaine sur la politique étrangère de la France et dans d'autres pays. Le but n'est pas d'envoyer des signaux à BHL, dont je combats. Alors tout BHL pour moi n'a rien de quelqu'un qui défend les intérêts de la France. Il s'est trompé sur tout, ou plutôt il s'est pas trompé du point de vue des intérêts qu'il défend peut-être. Mais lui, il explique que par exemple la destruction de la Libye de Kadhafi, c'est dans l'intérêt aussi d'Israël. Enfin, c'est une de ses motivations. Oui, moi je ne crois pas. Je crois que c'était dans l'intérêt du Qatar, etc. et des milices islamistes qui commandent la Libye aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui en Israël ont pensé qu'il fallait favoriser un océan islamiste autour d'Israël pour renforcer la cohésion. Mais cette stratégie est suicidaire, elle est extrêmement dangereuse. Je ne pense pas que ce soit la politique générale d'Israël. Se rendent compte de ça même, je pense qu'il y a toujours eu un débat, par exemple en Israël, il y a un débat entre ceux qui pensent que la menace fondamentale c'est l'Iran et la perspective d'un Iran nucléaire, ou la menace fondamentale c'est le fondamentalisme islamique partout, le Hamas, etc. Il y a toujours eu ce débat. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, de plus en plus d'Israéliens se disent c'est pas vivable d'avoir un monde arabe qui a basculé dans l'islamisme sunnite et qui ne rêve que d'une chose, qui est notre destruction. Ou alors c'est une folie générale qui s'est emparée des Israéliens, mais je ne crois pas du tout. Donc, en résumé, le signal que j'ai voulu envoyer, par contre, c'est un signal vers nos adhérents, nos militants, ceux qui votent pour nous et au-delà. Des gens qui sont préoccupés par la perte d'identité de la France, par l'islamisation progressive de la société française et qui peuvent aujourd'hui ne pas voter pour nous, qui votent à l'UMP par exemple, et qui peuvent comprendre que notre préoccupation c'est bien la France, c'est pas de nous perdre dans un combat qui est l'antisionisme ou autre chose, c'est la France. Mais ceux qui sont dans l'antisionisme, on va dire, c'est parce que pour eux, ils identifient par exemple le dîner du CRIF ou des choses comme ça, comme des organes qui, d'une certaine manière, qui asservissent la France. C'est une sorte d'État étranger dans notre État, au même titre que pourrait l'être n'importe quel islamiste ou d'autre. Bien sûr, mais les choses sont compliquées. Mais bien sûr, alors on a deux options, vous savez, dans la vie. Soit on dit, voilà la situation idéale à laquelle je veux arriver et je défais le monde entier, je défais toutes les forces qui existent et je refais la carte du monde. C'est évidemment irréaliste. Moi, je propose un chemin stratégique, réaliste, en me concentrant sur, comme disent les militaires, un effet final recherché. L'effet final recherché, c'est d'arrêter le changement de population et de prendre le pouvoir pour arrêter le changement de population parce que ça, c'est irréversible. Les autres imperfections du monde, imperfection est un euphémisme, il faut les mettre un peu de côté. On ne va pas refaire. Le combat du Front National, c'est pas un monde sans les États-Unis et sans Israël, si vous voulez. C'est pas. D'abord, je pense que les États-Unis, dans leur politique globale, vont faire faillite d'eux-mêmes, et Israël va devenir raisonnable s'il veut survivre de lui-même. Donc, c'est pas le rôle du Front National de transformer ces deux pays ou de les pousser à rompre avec leur politique. Nous, notre rôle, c'est l'identité et l'indépendance de la France, la liberté de la France, sa capacité à définir son chemin par elle-même. Voilà les priorités. C'est très schmittien, vous savez, Carl Schmitt, etc. Et je l'assume, c'est-à-dire que c'est la politique, c'est la différence. Avant, j'écrivais des livres, je pouvais rêver un monde idéal. Maintenant, je fais de la politique, c'est-à-dire que j'ai toujours mes analyses géopolitiques, mais j'essaie de voir comment, concrètement, on peut arriver à transformer le monde politiquement en arrivant au pouvoir déjà, parce qu'il faut quand même déjà arriver au pouvoir, et ensuite, une fois au pouvoir, ce qu'on pourra faire de manière efficace pour limiter les effets nocifs des politiques américaines et d'autres.
c'est ce que certains disent, c'est que maintenant que vous êtes dans la politique, que vos dernières positions seraient l'illustration d'un plafond de verre qui existe finalement, que quand on rentre vraiment dans le politique, on est obligé de faire allégeance au réseau israélien. Ils sont de plafond de verre parce que leur espèce d'idéalisme puriste qui ne se compromet avec rien, avec personne, qui rêve d'un monde idéal, ça c'est le plafond de verre. Ça c'est l'assurance de ne jamais avoir le pouvoir. Moi ce que je souhaite c'est que Marine Le Pen gagne en 2017 pour pouvoir changer les choses véritablement. Et pour ça il faut être pragmatique. Ça ne veut pas dire d'abandonner un certain nombre d'idées qui sont essentielles, mais ça veut dire d'être capable de passer des compromis intelligents avec d'autres forces. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je l'assume et je ne vois pas en quoi c'est critiquable. C'est au contraire une attitude réaliste pour pouvoir changer. Sinon, on passera encore notre tour et les gouvernements UMPS continueront à détruire la France, à faire rentrer sans limite l'immigration. Et la France sortira de l'histoire tranquillement, mais sûrement. Et qu'est-ce qui explique finalement il y a 2 ans en arrière vous disiez que par exemple, Alain Soral était quelqu'un qui avait compris les forces profondes de l'histoire, que vous disiez à peu près les mêmes choses mais avec des mots différents. Et qu'est-ce qui explique que maintenant vous... Non, j'ai pas non plus dit ça. C'est ce qui est écrit dans un article qu'on peut encore retrouver. Alain Soral fait partie des gens qui avaient un logiciel marxiste, c'est-à-dire une cause unique, la lutte des classes, et il a transposé ce logiciel unique en un autre logiciel unique qui est de tout expliquer par le sionisme et l'empire américain. Je crois, et mes livres le montrent, avoir toujours eu une pensée légèrement plus nuancée, si vous me permettez. Oui. C'est-à-dire d'expliquer que bien sûr ce sont des forces importantes. J'ai moi-même écrit sur... non mais vous en avez été victime. J'ai écrit sur les forces financières, le rôle des forces financières dans les guerres mondiales. J'ai écrit sur tout ça, moi j'assume mes écrits. Mais j'ai jamais d'abord réduit... ou désigné ou mis à l'index une communauté en particulier. Et j'ai toujours parlé de castes mondialisées, de gens d'origine différente, ce que j'ai redit ce matin. Et je crois qu'ils se trompent dans l'obsession antisioniste, c'est pas le combat de la France. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lobby pro-israélien influent en France ou en Europe? Par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, il y a maintenant le Parlement juif européen. Les seuls qui ont droit à ça, alors que... pro-israélien, je l'ai vu, j'ai vu d'autres lobbies. On les voit, les lobbies. Il y a des lobbies partout. Il y a des lobbies pro-OGM, il y a des lobbies pro-israéliens. Il y a un lobby aussi d'extrême gauche pro-palestinien qui distribue des choses. C'est un monde fait d'influence, de lobby, mais le monde n'est pas gouverné par le lobby pro-israélien. Et s'il l'était d'ailleurs, on n'aurait pas les images des enfants palestiniens déchiquetés, parce qu'en termes de guerre de l'information, je crois que les choses ont beaucoup évolué. Non, les choses sont plus compliquées que ça. Bien sûr que ces forces existent, bien sûr que l'AIPAC aux États-Unis est forte au Congrès américain, mais la politique d'Israël change aussi, elle se rapproche de la Russie, elle se rapproche de la Chine, elle se multipolarise. Sortons de ce schéma, cette espèce de schéma réducteur, parce que ça aveugle un certain nombre limité de nos militants, et ça n'est pas conforme à la restauration d'une politique authentiquement française. Peut-être une dernière question. Sur l'Ukraine, on voit justement les Israéliens très partagés sur cette question-là. Certains vont même jusqu'à soutenir les milices néo-nazis. De côté, vous savez, d'autres se rapprochent de Poutine. Il y a des oligarques liés à Israël en Russie qui sont avec Poutine, d'autres qui sont liés au gouvernement de Kiev dans l'est de l'Ukraine. C'est très très compliqué. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui Israël soutient l'Ukraine ou la Russie. Il y a des forces des deux côtés. C'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure. Le monde est fait d'un affrontement de forces assez complexe qui parfois se divise sans grande cohérence. Et ça n'est pas une espèce de déterminisme unique avec un plan étape par étape qui s'applique. Il y a des plans, hein, bien sûr. Je nie pas l'existence. J'ai même parlé de groupes. J'ai aucun problème à parler de groupes de Bilderberg, à parler des groupes d'influence. J'ai fait des conférences à l'école de guerre sur les logiques d'influence transnationale. Je n'ai aucun tabou sur cette question. Je dis simplement, le monde est compliqué, ne réduisons pas tout à une cause unique, et c'est l'erreur de Soral. Il se trompe là-dessus.
Peut-être lui, il a la vision que, par exemple, derrière des intérêts circonstanciels, par exemple, certains pro-israéliens qui vont être avec l'Ukraine, d'autres avec la Russie, il y a l'idée que finalement, il faut toujours placer des hommes à eux partout où il y a nécessité de les avoir. Vous ne croyez pas à ce genre de choses? Peut-être que c'est... Peut-être, mais je ne crois pas que ce soit... Les Américains aussi placent il y a des atlantistes au Parti Socialiste et des atlantistes à l'UMP. Bien sûr que ces jeux-là existent. Mais nous, pour nous, en politique, qu'en patriotique, la logique c'est une politique d'indépendance et dire non justement à toutes ces influences, de les renvoyer dans leur but. Je le vois au Parlement européen. Le Parlement européen, comme le Congrès américain, c'est un système de lobbying. On est sollicité sans arrêt par des lobbyistes de tout poil sur des intérêts économiques, des intérêts stratégiques, etc. Donc c'est un équilibre de force qu'il faut arriver à maintenir. Exactement. Et on peut s'en émanciper selon vous. On va arriver, la France pourra bien sûr, mais il faut le faire de manière réaliste, mesurée, pragmatique et pas dans des idéologies à l'emporte-pièce. D'accord. Merci Monsieur Chauprade. Merci. Au revoir.